Avez-vous déjà imaginé qu'un jeune homme jugé trop laid pour le cinéma deviendrait, quelques années plus tard, l'un des plus grands symboles du 7e art français? L'histoire de Jean-Paul Belmondo n'est pas seulement celle d'un acteur, c'est une véritable épopée, faite de rêves brisés, de triomphes inattendus et de combats silencieux. Né à Neuilly-sur-Seine en 1933, dans une famille d'artistes, rien ne prédestinait réellement ce garçon au visage cabossé, au nez cassé par la boxe, à devenir une icône du cinéma mondial. Pourtant, c'est précisément cette différence, cette allure de mauvais garçon tendre et désinvolte, qui allait bouleverser les codes d'Hollywood à la française. Mais avant de séduire des millions de spectateurs, Belmondo a connu l'échec, le doute et le rejet. On lui répétait qu'il n'avait pas le physique d'un premier rôle, qu'il n'aurait jamais sa place sur les écrans. Ce que l'on sait moins, c'est que Jean-Paul rêvait d'abord d'une carrière de boxeur. Dans les années 1950, il monte sur le ring avec la fougue de sa jeunesse, déterminé à faire de sa passion un métier. Mais les blessures, les coups trop durs, et une destinée plus grande que lui vont l'écarter de ce chemin. Le ring s'efface, et c'est la scène qui prend sa place. C'est là que Belmondo découvre sa véritable arme, son charisme brut, son humour décalé et ce magnétisme qui ne dépend pas de la beauté classique, mais d'une présence unique. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans la vie fascinante de cet homme qui a marqué à jamais le cinéma français. De ses débuts chaotiques jusqu'à son triomphe éclatant dans À bout de souffle, de ses cascades spectaculaires à ses blessures invisibles, nous allons redécouvrir Jean-Paul Belmondo. Non pas seulement comme une star, mais comme un homme qui a su transformer ses faiblesses en force et ses échecs en légende. Pour comprendre Jean-Paul Belmondo, il faut d'abord revenir à son enfance, une enfance qui, comme souvent, a façonné l'homme et l'artiste qu'il allait devenir. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, il grandit dans un foyer où l'art occupe une place centrale. Son père, Paul Belmondo, est un sculpteur reconnu, dont les œuvres ornent encore aujourd'hui plusieurs places publiques en France. Sa mère, Madeleine, est peintre. À première vue, tout semble donc orienter le jeune Jean-Paul vers un destin artistique. Pourtant, l'enfant n'a rien d'un élève modèle ni d'un garçon docile. Très vite, il se montre turbulent, rebelle, avide de mouvement. À l'école, il préfère les plaisanteries aux leçons, les jeux de rue aux bancs austères de la classe. Ses professeurs, souvent désespérés, le décrivent comme distrait et peu appliqué. Mais derrière cette indiscipline se cache déjà une énergie débordante, une vitalité qui cherche une voie pour s'exprimer. Cette voie, il la trouve très tôt. C'est le sport, et plus particulièrement la boxe. À l'adolescence, Belmondo se passionne pour le noble article. Sur le ring, il découvre une discipline qui correspond parfaitement à son tempérament. Le combat, la vitesse, l'endurance. Mais aussi le courage et la ténacité. La boxe devient pour lui une véritable école de vie. Il enfile les gants avec la même fougue qu'il mettra plus tard dans ses rôles. Très vite, il s'illustre dans des compétitions amateurs. On raconte qu'il avait un crochet du gauche redoutable et une capacité impressionnante à encaisser les coups. Mais la boxe, sport exigeant et parfois cruel, ne fait pas de cadeaux. Après plusieurs combats rudes, Belmondo subit des blessures répétées. Son nez, déjà fragile, est cassé à plusieurs reprises, lui donnant ce profil cabossé qui deviendra plus tard sa signature à l'écran. S'il rêve un temps de devenir professionnel, la réalité le rattrape. Il n'a ni le physique ni la santé pour faire carrière sur les rings. C'est un moment charnière. Car si la boxe lui ferme une porte, elle lui en ouvre une autre, inattendue. Grâce à elle, Belmondo apprend la persévérance, le goût de l'effort, la capacité à se relever après chaque chute. Autant de qualités qui lui seront précieuses dans le monde impitoyable du théâtre et du cinéma. Ainsi, quand il abandonne les rings, ce n'est pas une défaite. C'est une transition. Ce que Jean-Paul Belmondo comprend à ce moment-là, sans en avoir encore conscience, c'est que la vie elle-même est un combat. Et que, sur une scène ou devant une caméra, il pourra mettre la même énergie, la même intensité, que sur un ring. Après avoir rangé définitivement ses gants de boxe, Jean-Paul Belmondo se tourne vers une nouvelle arène, celle du théâtre. Ce choix peut sembler naturel, puisqu'il a grandi dans une famille d'artistes. Pourtant, son arrivée dans ce milieu est tout sauf évidente. Au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, l'institution la plus prestigieuse de France, Belmondo se heurte d'abord au scepticisme. On lui reproche son allure non conventionnelle, son physique marqué par la boxe, ce n'est qu'assez qui détonne dans un monde où l'on recherche encore des visages lisses et des silhouettes élégantes. Les professeurs ne se privent pas de le lui rappeler. Selon eux, il ne fera jamais un premier rôle,
tout au plus des personnages secondaires. Des voyous, des hommes de l'ombre. Ces remarques blessent le jeune comédien, mais elles réveillent en lui une force nouvelle. Comme sur un ring, il refuse de baisser les bras. Chaque critique devient un coup encaissé, chaque moquerie un défi à relever. Dans ses années de formation, Belmondo se distingue déjà par son style unique. Alors que beaucoup de ses camarades adoptent un jeu classique. Rigide, lui ose la spontanéité, l'humour, la désinvolture. Il ne cherche pas à imiter, il veut exister. Sa manière d'occuper la scène attire autant qu'elle dérange. Les uns voient en lui un électron. Libre, les autres un futur génie. Peu à peu, il trouve ses premiers rôles au théâtre, dans des pièces où il incarne des personnages truculents, souvent marginaux. Son énergie débordante séduit un public jeune, qui reconnaît en lui une sincérité rare. Mais les portes du cinéma restent fermées. Les réalisateurs hésitent, prisonniers de leurs préjugés. C'est à la fin des années 1950 que les choses commencent à changer. Belmondo croise la route de réalisateurs qui appartiennent à une nouvelle génération, prête à bousculer les codes. Parmi eux, un jeune cinéaste du nom de Jean-Luc Godard. Leur rencontre est décisive. Godard cherche un visage différent, un acteur capable de porter une nouvelle vision du cinéma français, plus libre, plus brut, plus proche de la réalité des rues que des salon stores. Et ce visage, c'est celui de Belmondo. En 1960, il obtient le rôle principal dans À bout de souffle. Le film, produit avec peu de moyens, devient un choc esthétique et culturel. Belmondo, avec sa cigarette au coin des lèvres, son air nonchalant et son charme insolent, incarne un type de héros inédit. Ni parfait ni lisse, mais terriblement humain. Le public découvre un acteur magnétique, capable de transformer ses supposées faiblesses physiques en atouts irrésistibles. Mais il faut se souvenir qu'avant ce triomphe, Belmondo a connu des années de doute, de refus et d'humiliation. Si À bout de souffle l'a propulsé au sommet, c'est parce qu'il avait déjà appris, dans l'ombre, à se battre contre l'adversité. Comme sur un ring, il avait encaissé les coups, pour finalement trouver son moment de gloire. Ainsi, ce qui semblait être un obstacle, son physique atypique, son nez cassé, son allure de boxeur, est devenu sa plus grande force. Belmondo venait d'ouvrir une brèche dans le cinéma français, et rien ne serait plus jamais comme avant. Après le triomphe de À bout de souffle, la carrière de Jean-Paul Belmondo prend une dimension fulgurante. En quelques mois seulement, il passe de jeune acteur méconnu à véritable phénomène culturel. La presse française et internationale s'empare de son image. On le surnomme aussitôt « Bébel », un diminutif affectueux qui traduit la proximité particulière qu'il entretient avec le public. Contrairement à d'autres stars inaccessibles, Belmondo semble appartenir à chacun, incarner le frère, l'ami, l'homme du peuple devenu héros. Les années 1960 et 1970 marquent l'apogée de sa gloire. Belmondo enchaîne les rôles dans des films qui deviennent des classiques. Aux côtés de réalisateurs prestigieux comme François Truffaut, Jean-Pierre Melville ou encore Claude Lelouch, il explore une palette de personnages allant du voyou charismatique au policier intrépide. Son jeu, à la fois naturel et intense, séduit toutes les générations. Mais ce qui frappe le plus, c'est son engagement physique. Alors que la plupart des acteurs laissent les cascades aux doublures, Belmondo choisit de les réaliser lui-même. Il court sur les toits de Paris, saute d'hélicoptère, conduit à tombeau ouvert, escalade des façades sans la moindre peur. Chaque film devient un spectacle à part entière, où l'on attend avec impatience de voir ce que Bébel osera cette fois. Ce goût du risque contribue à renforcer son image d'homme invincible, mais aussi proche du public. Car il donne le sentiment de ne rien tricher. Ses films d'action comme Le Professionnel, La Deza ou encore Le Marginal attirent des millions de spectateurs. Dans les salles, Belmondo fait salle. Comble, rivalisant avec les plus grandes productions américaines. À l'inverse de certains acteurs européens qui tentent leur chance à Hollywood, Belmondo reste fidèle à la France. Il veut incarner un cinéma national fort, capable de rayonner sans avoir besoin de l'Amérique. Cette fidélité contribue à son statut de légende. Mais réduire Belmondo au seul film d'action serait une erreur. Derrière l'image du cascadeur, il y a aussi un acteur subtil, capable d'émotion et de profondeur. Dans Itinéraire d'un enfant gâté, réalisé par Claude Lelouch en 1988, il livre une interprétation bouleversante, celle d'un homme mûr qui fait le bilan de sa vie. Ce rôle lui vaut le César du meilleur acteur, reconnaissance suprême du cinéma français. Ce moment symbolise d'une vérité souvent de triomphe, sa vie personnelle, elle, fut bien plus tourmentée. Belmondo est un homme passionné,
aussi bien dans son art que dans ses relations amoureuses. Sa séduction naturelle, son humour et son charme viril ont attiré les plus belles femmes de son époque. Marié une première fois à Élodie Constantin, il aura 3 enfants. Mais le couple s'effrite peu à peu. Usé par les absences, les tournages, la célébrité. Le divorce, prononcé en 1968, est un déchirement, mais aussi le début d'une longue série de liaisons passionnées. Au fil des années, on lui prête des idylles avec Ursula Andress, Sophia Loren, Laura Antonelli. Toutes des femmes magnifiques, des icônes elles aussi. Mais derrière ces romances de rêve, Belmondo cache une certaine instabilité affective. Son besoin constant de mouvement, son goût pour l'adrénaline, son refus des compromis rendent difficile toute vie de couple durable. Il aime intensément, mais s'éloigne vite. Ses relations, souvent médiatisées, alimentent les journaux, mais laissent derrière elles un parfum d'inachevé. Cette vie sentimentale mouvementée, ajoutée à un rythme de travail effréné, finit par peser. Les tournages s'enchaînent sans répit. Belmondo tourne parfois plusieurs films par an, enchaînant les voyages, les interviews, les obligations. Il devient prisonnier de son propre succès, car le public en demande toujours plus, les producteurs aussi. Derrière l'homme joyeux, se cache alors une fatigue immense, une solitude grandissante. Ce que l'on oublie souvent, c'est que Belmondo n'a jamais vraiment cherché la gloire. Il voulait jouer, incarner, surprendre. Mais la machine du Star System l'a happé. Il en profite, certes, mais il en souffre aussi. Ses proches racontent qu'il pouvait être mélancolique, parfois même amer, regrettant de ne pas consacrer plus de temps à sa famille. Ses enfants, bien qu'aimés profondément, ont souvent souffert d'eux. Ses absences répétées. À mesure que les années passent, le poids de la célébrité devient plus lourd. Belmondo n'est pas seulement un acteur, il est devenu un mythe vivant. Et un mythe n'a pas droit à la faiblesse. Pourtant, l'homme derrière la légende, lui, connaît la fragilité, la lassitude et parfois même le désarroi. Ainsi, derrière la lumière éclatante des projecteurs, se dessine l'ombre d'un homme en quête d'équilibre, partagé entre sa passion pour le cinéma et son besoin d'amour et de sérénité. Et c'est peut-être là que réside toute l'humanité de Belmondo, dans ce contraste entre la force apparente et la vulnérabilité intime. Au tournant des années 2000, alors qu'il est déjà une légende vivante du cinéma français, Jean-Paul Belmondo doit affronter l'épreuve la plus difficile de son existence. En 2001, à l'âge de 68 ans, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Le verdict est terrible. Le corps de l'acteur, jusque-là synonyme d'énergie et de vitalité, est brisé. La moitié de son visage est paralysée, sa parole se trouble, et surtout, son côté droit est lourdement atteint. Pour celui qui avait toujours incarné la force, le mouvement, le courage physique, c'est un séisme. Le public, bouleversé, craint de ne plus jamais le revoir. Les journaux évoquent une retraite forcée, une vie désormais loin des plateaux de tournage. Mais c'était mal connaître Bébel. Car Belmondo, fidèle à lui-même, choisit une fois encore le combat. Comme sur un ring, il décide de se battre. La rééducation est longue, pénible, parfois décourageante. Il doit réapprendre à marcher, à parler, à accomplir les gestes du quotidien. Beaucoup auraient abandonné. Lui persévère. Son entourage raconte qu'il gardait son humour, qu'il plaisantait même avec ses médecins, transformant la douleur en une nouvelle leçon de vie. Cette épreuve révèle un autre visage de Belmondo, plus intime, plus humain encore, celui d'un homme qui refuse de se laisser abattre par le destin. Son courage impressionne, et son retour sur la scène publique devient un symbole d'espoir pour des milliers de personnes touchées par la maladie. En 2009, contre toute attente, il fait un retour remarqué au cinéma dans le film Un homme et son chien. Bien que marqué physiquement, sa simple présence à l'écran bouleverse. Le public ne voit plus seulement l'acteur cascadeur d'autrefois, mais un survivant, un homme debout malgré les épreuves. Cette renaissance tardive ne sera pas aussi éclatante que ses années de gloire, mais elle incarne la quintessence de son parcours, la ténacité, la dignité et le refus obstiné de renoncer. Belmondo prouve une fois de plus que, même affaibli, il reste une figure de force et de courage. Un exemple pour tous ceux qui l'admiraient depuis des décennies. Jean-Paul Belmondo s'est éteint en septembre 2021, à l'âge de 88 ans. La France entière lui a rendu hommage, des plus hauts représentants de l'État jusqu'aux anonymes qui avaient grandi avec ses films. Ses funérailles nationales aux Invalides ont montré l'ampleur de l'amour que le pays lui portait. Car Belmondo n'était pas seulement une star, il était devenu une partie de la mémoire collective.
Son héritage dépasse largement le cinéma. Il a incarné une forme de liberté, d'audace et de vitalité qui continue de résonner. Il a prouvé qu'on peut transformer ses différences en force, qu'un nez cassé ou un visage atypique peuvent devenir des signatures uniques. Il a aussi montré que la gloire, malgré ses pièges, n'empêche pas la fragilité humaine. Derrière le héros, il y avait toujours un homme sensible, capable de doute, mais surtout capable de se relever. Pour les générations futures, Belmondo restera l'image d'un acteur total, à la fois cascadeur intrépide et comédien profond, séducteur charismatique et père vulnérable, légende publique et homme discret. Son parcours est une leçon de courage, accepter les coups du sort, transformer les échecs en tremplin et ne jamais cesser de se battre, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui encore, ses films continuent d'être diffusés, ses répliques citées, son sourire évoqué avec tendresse. Belmondo laisse derrière lui une certitude. Les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles survivent dans les souvenirs, dans les images, et surtout dans les cœurs de ceux qu'elles ont fait rêver. Ainsi, Jean-Paul Belmondo n'est pas seulement un acteur du passé. Il était et restera, pour toujours, l'un des visages éternels du cinéma français. Pour toujours, l'un des visages éternels du cinéma français.